question d'arbitre. Oui. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité, une édition du débrief de l'actualité de ce vendredi qui sera consacrée au Tech Ball, le championnat du monde de Tech Ball, la 6e édition qui s'est déroulée il y a quelque temps du côté de Bangkok en Thaïlande avec la participation de l'équipe nationale du Cameroun. On en parle avec le sélectionneur national et on en parle également. On fera un petit focus sur les performances des Camerounais sur le vieux continent en évoquant la blessure de Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo manquera-t-il la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football? Le joueur de Brentford est sorti après sa cheville qui a tourné lors de la 16e journée du championnat anglais de football. Et on évoquera également les CAF Awards avec Zambo Anguissa et Vincent Aboubakar qui malheureusement ne seront pas parmi les 3 finalistes de la course au titre de joueur africain. Pendant ce temps, André Onana est en liste pour être sacré meilleur gardien africain. Et dans le plat de résistance, on évoquera l'actualité au sein de notre championnat avec le cas Victoria United qui a été frappé par la commission d'homologation et de discipline. Merci de nous faire confiance. On accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Le premier était un président de club, vice-président de la Ligue de football, vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, ancien arbitre, opticien, une dizaine de casquettes. Hein. On ne va pas s'arrêter là. Et également consultant ou analyste sportif, mais surtout conseiller spécial du président de Fovu Club de Baham, les enfants de la grotte sacrée Sèche Kamdemkwam. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir. Une dizaine de casquettes. Hein. C'est impressionnant de voir que tu m'accueilles de la sorte. Et je dis, c'est un plaisir de me retrouver à tes côtés et bonne émission. Et attention, c'est ce que la réalisation a décidé d'utiliser. Hein. Quoi ça? Conseiller spécial du président de Fovu Club de Baham, récent vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. On reviendra justement sur vous avec ce synthé. Autre invité ce soir, mais avant, Sèche Kamdemkwam. Comment se porte au Fovu Club de Baham? On a eu vent des bruits de bottes de ce côté-là. Qu'en est-il exactement? Disons que ça ne va pas comme tout le monde le souhaite. C'est difficile. Nous sortons quand même de 3 défaites d'affilée, mais heureusement hier, on a pu, pour le démarrage de la phase retour, commencer dans des bonnes conditions avec des enfants qui ont compris que dans une équipe communautaire, on ne baisse pas le pied. Et devant APGS à Yaoundé, ils ont su relever la tête et revenir avec 3 points. Je pense que ça a ravi tous les supporters et les dirigeants. Donc aujourd'hui, il est important pour vous de tout faire pour jouer la tête de tableau avec les playoffs au niveau du sommet. On a appris il y a quelque temps qu'il y avait eu des bruits de bottes au sein de la formation de Fovu Club de Baham. On nous a parlé des salaires impayés, primes également. Qu'en est-il exactement? Disons que lorsque vous faites des prévisions budgétaires depuis la saison dernière et que ce que vous attendez ne vient pas, parlant des subventions, que ça ne vienne pas entièrement, vous êtes un peu à la rue et vous avez des joueurs qui, sur le plan de leur contrat, réclament des choses. Maintenant, vous leur parlez, mais vous ne savez pas exactement à quel moment est-ce qu'on va honorer ce qu'on vous a promis. Et c'est la merde dans laquelle il faut vous se retrouver. Et il fallait, même s'il faut remercier ici le PCA, qui, malgré les difficultés et la conjoncture économique que tout le monde connaît, a pu, à travers les hommes d'affaires, les grandes élites Baham, trouver les moyens de donner le minimum à ces joueurs qui sont assez consentants pour le moment, à travers leur coach aussi, M. Doumbé Bossou, que je salue. Ils ont essayé de comprendre que ce n'est pas une affaire de Fovu seul, parce que jusqu'ici, imaginez-vous, la fédération n'a encore rien mis à... Justement, on n'a même pas de recette de stade, on n'a pas d'entrée financière. Vous voyez que ce n'est pas aisé. Désolé, pardon, avant d'accueillir le prochain invité, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez eu une communication officielle de la fédération pour vous parler de la quote-part de la subvention qui tarde d'arriver ou des recettes des stades qui malheureusement ne sont pas partagées? Bon, je pense qu'il y a une déficit peut-être de communication, mais nous savons que si on veut se fier à ce qui s'est fait de l'année dernière, sur les 48 millions qui ont été annoncés, nous avons perçu 36. Vous voyez qu'il y en a jusqu'à présent, qui ne sont jamais arrivés. Okay. Donc, on ne sait pas trop. Donc, c'est un timing de communication qui n'est pas peut-être bien fait. On espère qu'on va le rattraper.
Nous osons croire que dans la nouvelle dynamique de redonner au football toute sa grandeur, le président de la fédération trouvera le moyen de faire que les acteurs, que sont les footballeurs surtout, à travers les clubs, ne soient pas dans une panique. Parce qu'en réalité, quand il n'y a pas de sérénité, ce n'est pas gai pour le football lui-même. Merci infiniment, Serge Kamdemkwam, d'avoir favorablement répondu à notre invitation et de nous avoir édifié sur ces soubresauts qu'on connus il y a quelque temps. On peut faire conjuguer à ce temps en se disant que c'est passé, que c'est désormais la calmie au sein de la formation des enfants de la grotte sacrée. Disons qu'on fait l'effort parce que c'est un problème de compréhension. Dans une communauté, ce n'est pas tout qui est rose. C'est-à-dire qu'il y a des moments de tension, mais nous osons croire que dans la grande famille Fauveau, on trouve les moyens toujours de résoudre les problèmes comme on peut, tout en espérant qu'on aura toujours cette perspicacité et que les résultats devraient suivre. C'est quand même le vainqueur, le récent vainqueur de la Coupe du Cameroun de football, et on ouvrira une grosse page consacrée à Fauveau Club de Baham très bientôt sur les antennes de Canal International, dans le débrief de l'actualité ou sur les antennes ou encore sur Suite Radio Vision tout à côté dans notre magazine des sports Megasport, parce que ça vaut véritablement la peine de s'intéresser à la vie de ce club des enfants de la grotte sacrée. Autre invité ce soir, Fomba Bénédicte Dassi, coach national de Tekball. Bénédicte, bonsoir. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir co-panélistes. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Vous êtes anglophone ou francophone? Je suis anglophone. Mais il va falloir faire l'effort de parler. Il peut parler français évidemment, et de vous expliquer en anglais si vous voulez. Ouais. Même si... It's normal for him to speak English. Je vais faire l'effort de parler en français et puis maintenant... Ok. D'accord. Coach, comment se porte l'équipe nationale de Tekball? On rappelle que vous sortez du championnat du monde de Tekball qui s'est déroulé il y a quelque temps du côté de Bangkok en Thaïlande. Le Cameroun n'a certes pas gagné, mais vous avez énormément appris. Oui, je veux dire, c'est une très grande expérience et c'est un succès pour avoir participé au championnat du monde. Donc c'était vraiment magnifique et je pense que on a gagné en termes d'expérience. Donc je veux dire bravo au Cameroun parce que c'est pas évident de participer au championnat du monde. Parce qu'on passe d'abord au niveau africain où nous sommes champions d'Afrique et avant de pouvoir participer au championnat du monde. Donc on a vraiment gagné en termes de participation. Merci infiniment, Mr. Ndassi, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. On parlera de Tekball dans un instant, mais avant, c'est important de le rappeler à tous ceux qui nous regardent à la maison et pour ceux qui ont reçu le visuel. On était censé avoir sur ce plateau Yvan Kanwaki, analyste sportif, ou encore Franck-Éric Difo, qui est journaliste. Malheureusement, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec nos invités ont été sans succès et sans réussite. C'est pour ça que quand on fera le plan large, peut-être vous verrez les sièges qui vont rester vides. Ils n'ont pas pu nous dire qu'ils ne peuvent pas être là et malheureusement n'ont pas pu décrocher, n'ont pas décroché à nos différents appels justement pour les relancer et pour en savoir un peu plus sur leur absence. Merci monsieur d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Transition et derrière on débute par la pause actu. Serge Kamdemkwam, je commence par vous parce que c'est une actualité football. On parle là de l'équipe nationale du Cameroun et les Lions indomptables du Cameroun qui sont engagés dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et depuis quelque temps, on annonce une succession de forfaits. Ignatius Ganago, qui évolue avec la formation du FC Nantes, a été forfait puisqu'il a été victime des ligaments croisés du genou gauche. Il sera hors des stades au minimum entre 6 et 7 mois. C'est terminé pour lui pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. On a appris justement depuis un peu plus de 24 heures, Brian Bemo, cette image qui donne froid dans le dos au sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. On nous parle d'une douleur à la cheville, d'une cheville qui aurait tourné dans le gazon et d'une probabilité d'un forfait d'un peu plus de 3 semaines avec
la probabilité de manquer la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si on vous met à la place du sélectionneur, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en prière ou vous allez rencontrer les médecins de Brentford en Première Ligue? Nous allons d'abord déplorer ces cas de blessures parce que ce n'est pas souhaité, mais vous savez, c'est le risque du métier. Donc lorsqu'on fait le foot, surtout professionnel, on doit s'attendre à des choses comme ça. Brian, c'est une grosse perte parce qu'aujourd'hui, dans l'entrejeu... Il commençait à monter. Ouais, même à Brentford, nous savons que c'est un joueur titulaire indiscutable. On rappelle que pour ce match, sans vous couper, Président, il a été buteur en première mi-temps avant de céder sa place après cette blessure. Voilà, donc vous voyez que sans cette blessure, sûrement il aurait joué au moins les 60-70 minutes comme d'habitude. Donc c'est un joueur qui est en plein régime. C'est une pépite que le Cameroun, depuis qu'il est entré dans la sélection nationale, tout le monde voit bien que sur son côté, il n'y a pas de rivalité. C'est-à-dire qu'il est assez remuant et il joue du pied gauche mais du côté droit. Chaque fois qu'il rentre dans la surface, il peut essayer une frappe ou sortir des centres qui sont importants pour les buteurs et autres. Bon, maintenant, la blessure, c'est ce qu'on doit prévoir. On a peut-être la chance que les indicateurs montrent 3 semaines. Si on veut se fier à la réalité de la CAN, il est fort probable qu'il soit de retour. Le Cameroun gagnerait à jouer avec un joueur comme ça qui jouait sans lui. Juste. Oui. Vous savez, quand parfois un joueur est important, on peut, dans la bande des réservistes qu'on projette pour la compétition, l'amener. Ça dépend de l'esprit qu'il crée, surtout même dans les vestiaires. Vous savez, le plus important n'est pas seulement sur le terrain. Parfois, on a des joueurs qui vont comme des réservistes, mais qui sont importants pour l'équilibre des vestiaires. Donc, Brian, pour moi, personnellement, peut non seulement apporter sur le terrain, mais je pense que dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est assez constructif pour un groupe. Pardon, Président, je ne vous coupe pas, mais il faut rappeler que c'est une prévision de la presse anglaise officiellement. L'équipe de Brentford ne s'est pas encore prononcée sur la durée d'indisponibilité du joueur. Quand on dit 3 semaines, c'est un retour en début janvier. Et la Coupe d'Afrique, c'est entre le 12 ou le 13. Bien sûr. Donc, comprenez que s'il peut revenir en début janvier, ça va être au début de la CAN. Et vous savez que parfois, on amène des joueurs qui vont même rater le premier match. Sans sensation. Même s'ils vont jouer que quelques bribes de minutes, leur présence sur un terrain, sur l'impact par rapport aux adversaires, c'est quelque chose qui les met en confiance et rassure l'équipe. Maintenant, plus la compétition avance, plus on a besoin de joueurs d'expérience. Et je crois que Brian, aujourd'hui, en attendant qu'il trouve un club peut-être différent de Brentford, est une pépite sur laquelle on peut compter. Donc on va déplorer tous ces cas de blessure, tout en souhaitant qu'il n'y ait pas de nouveaux cas, parce que vous savez, les championnats continuent à se jouer. Vous avez en Angleterre le Boxing Day qui va être carrément pendant les fêtes de Noël et Nouvel An. Donc espérons qu'on ne sortira pas là avec d'autres cas. Donc le mal qu'on pourrait souhaiter, c'est que Brian se remette très vite et qu'on ait toute notre équipe au complet. Sur le cas de la blessure de Brian Domo, comme Brian, je pense qu'on va sauvegarder parce que comme c'est l'un des éléments clés et ou comme vous savez, au football, il y a des cas comme ça qu'on ne peut pas échapper. Dans le cas de Brian Mbeumo, on va sauf que prier le doigt pour qu'il revienne plus vite. Mais c'est qui en général, c'est qu'il il faut essayer de suivre les consignes médicaux donc, qui normalement devaient permettre aux joueurs de revenir. Président, on s'intéresse également à un autre joueur. On parle là des awards de la Coupe d'Afrique, des awards de la Confédération africaine de football. Et les nouvelles sont tombées. Le comité d'organisation a rendu public la liste de chaque catégorie. Et les 3 finalistes sont connus. En ce qui concerne le joueur africain de l'année, malheureusement, d'abord, la réalisation nous propose de commencer par le poste de gardien de but. Ils sont 3 sur la liste finale. André Onana du Cameroun, Mohamed El Cheni de l'Égypte et enfin Yassine Bounou du Maroc. C'est vrai que quand on regarde exclusivement les performances sur le vieux continent, le premier doit être André Onana 100 secondes parce qu'il évolue avec Manchester United devant Yassine Bounou qui est parti de Séville, qui a fait un bon mondial, mais qui a rejoint dans la foulée le championnat d'Arabie Saoudite et plus précisément Al Hilal. Vous savez, les affaires de nomination pour les ballons d'or et tout ça, comme les gardiens de but, ça se joue sur des détails. Et maintenant, tout dépend des critères qui sont établis. Pour une équipe comme celle du Maroc qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, je voulais vous dire que
les cartes vont en faveur de son gardien de but de fait. Maintenant, il est allé dans un championnat en Arabie Saoudite, ça reste un championnat coté quand même, pas pour l'Afrique. Donc si on peut donner de l'avantage à un gardien qui joue sur le continent comme celui de l'Égypte, pourquoi pas à celui qui évolue en Arabie Saoudite. Maintenant, André Onana a la chance de porter très haut notre drapeau. En termes de rayonnement, c'est pas le même niveau. Oui, mais j'ai dit André, lui, il a le malheur que le Cameroun, sa sélection n'a pas fait de grandes choses. Bois, ouais. Et après ça, n'oublions pas qu'il y a eu le scandale qui s'est produit avec la Coupe du Monde. Qui ne va pas l'aider. Qui ne va pas l'aider. Donc, mais au moins sur le plan individuel, à l'Inter, il a été très bon, monstrueux même, avant de rejoindre Manchester United. Donc, dans ce classement, même s'il est troisième, pour moi, c'est déjà un bon espoir. C'est-à-dire être le seul Camerounais aujourd'hui qui soit vraiment sur orbite comme ça, c'est déjà quelque chose que nous devons saluer et capitaliser cela pour dire aux autres de continuer à travailler, parce qu'André, c'est quand même le symbole de la jeunesse montante. C'est cette jeunesse qui rêve d'atteindre des sommets, et André, pour moi, a encore beaucoup de marge de progression. Donc s'il est troisième aujourd'hui, avec beaucoup de travail, avec Manchester United qui pourra, parce qu'il est encore en train de construire son jeu avec leur entraîneur, ils pourront peut-être dans un avenir très proche être une des meilleures équipes d'Europe, et pourquoi pas à ce moment il pourra, avec la sélection du Cameroun qui est en train de s'améliorer aussi dans son jeu, pourquoi pas être ballon d'or africain. Bénézine Bassi, sur les performances d'André Onana, qui garde toutes ses chances pour être le meilleur gardien africain? Je pense qu'André André est en train de traverser une étape très importante dans la vie d'un athlète qui est passé à un très haut niveau, et il est en train de traverser beaucoup de challenges au niveau de Manchester. Je pense que quand tu regardes les performances d'André Onana au niveau de Manchester, tu vois qu'il encaisse, mais il sauve aussi beaucoup de buts. Donc en général, je pense qu'André il est bien placé. Si tu regardes ses parcours, les performances Inter Milan, Manchester, tu vois qu'il est bien placé pour pouvoir même gagner le titre de Ballon d'Or. Et on en arrive au titre de meilleur joueur africain, Président. C'est malheureux pour le Cameroun qui n'aura aucun représentant. Franz Ambouanguissa et Vincent Aboubaka, qui étaient encore dans le top 10, ont été éjectés au profit de Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen, qui est considéré comme le grandissime favori. Ils n'ont pas été éjectés. C'est que plus on a avancé, plus l'objectivité du classement pour faire de la shortlist des 3 les élimine. Il ne faut pas qu'on soit rêveur. Quand vous regardez ceux qui sont là, si vous prenez Salah, c'est le maître à jouer de Liverpool. C'est sur lui qu'est axé le jeu de M. Jürgen Klopp, et l'Égypte n'a pas été ridicule dans ces matchs internationaux. Vous prenez Hakimi, le Maroc, encore avec la demi-finale de la Coupe du Monde, avec un PSG qui, n'importe comment, au niveau de la Champions League, n'est pas ridicule aussi. Donc, il y a de la réussite. Maintenant, quand vous prenez Victor Osimhen, tout le jeu de Naples, c'était l'artificier maison. Cette saison, c'est pas comme la saison dernière. Pas. J'ai dit, quand vous prenez battu par, je crois que l'Inter de Milan le week-end dernier. Oui, pas grave. Mais quand on bat l'équipe, c'est pas Osimhen qui est battu. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui est battue. Mais Osimhen, par rapport à son talent personnel, je pense qu'il a montré qu'en Afrique, on a encore des valeurs. Il a été disputé par des clubs d'Arabie Saoudite. Son président truculent, Delero De Santis, qui a dit qu'il ne bougeait pas, qu'il était intransférable. Donc vous voyez que s'il ne fallait que capitaliser financièrement, il aurait apporté beaucoup d'argent sûrement à Naples pour un championnat comme l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui est devenu un Eldorado pour les footballeurs. On aura de la peine à maintenir tous ces footballeurs sur le continent si l'Arabie Saoudite continue avec sa politique de communication et de financement. Donc pour moi, personnellement, le top 3, il est bon. Maintenant, le Cameroun comprend à travers cela que l'époque où on avait les Samuel Eto'o qui tutoyaient les ballons d'or au niveau du monde et qui devenaient facilement des ballons d'or africains est presque révolue. On doit travailler davantage pour continuer à bâtir cette pépite-là qui doit être importante pour nous pour le futur. En croisant les doigts justement d'avoir un autre Camerounais briller et de pouvoir porter clair haut le vert rouge jaune dans les années à venir. On s'intéresse d'abord à l'Union sportive de Douala. On sort avec cette affiche, l'Union sportive de Douala qui est engagée en MTN Elite One avec la 11e journée. L'Union qui affronte
APGS de fou et on a eu le bonheur de recevoir ce très beau visuel de la part du responsable de la communication de l'Union de Douala, M. Hervé Kemnier, qui a partagé avec nous ce magnifique visuel sur la participation de l'Union sportive de Douala à l'occasion de la 11e journée de notre championnat professionnel de la MTN et Redouane, l'Union qui sort d'une défaite du côté du Grand Nord. On espère pouvoir justement l'Union face à la Colombe du Dia et Lobor. La Colombe où ils auront le bonheur de se frotter à un ancien entraîneur de la maison, Richard Toa. Un mot, président? Quand vous faites allusion à Richard, je suis très content parce que quand vous avez des hommes bien formés, surtout venant d'ailleurs, de la trempe de Richard, qui accepte de revenir dans son pays natal, mettre son expertise au profit de sa jeunesse, j'ai dit c'est quelque chose de bien. Personnellement, je lui transmets mes encouragements et le félicite pour son challenge avec la Colombe. Et en face, n'oubliez pas, il y a un jeune, Jenny Gegom, qui a été footballeur à Fauve aussi, même s'il est passé par Lyon à des moments, à Astre aussi. Donc c'est une pépite dans l'entraînement qui est en train de montrer des choses. Donc, à tout ce staff-là, il faut que nous souhaitons beaucoup de courage parce que c'est le foot qui est gagnant à l'arrivée. C'est important. Voilà. Monsieur, on parle de tech ball et c'est avec vous, mon cher Bénédicte. D'abord, une question tout triviale avec le concours de réalisation qui nous proposera quelques images. Qu'est-ce que c'est le tech ball? On dit tech ball ou tech ball? Tech ball. Tech ball. Qu'est-ce que c'est le tech ball? Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est une très belle question parce que jusqu'au jour, il y a beaucoup de gens, quand on parle de tech ball, ils posent cette question. Qu'est-ce que c'est le tech ball? Donc, le tech ball, c'est jusqu'au... on aura les images. Le tech ball, c'est un sport de football. Donc, une combinaison de football et le tennis de table. Donc, ça se joue sur un tableau de 3 mètres. Incurvé, on est curve table. Donc, on a le droit de toucher le ballon 3 fois en simple avant de traverser. Donc, c'est une combinaison de football et tennis de table sur un tableau incurvé. C'est le foot-tennis? Non, c'est tech ball. Oui, non, je dis, est-ce qu'on peut faire la comparaison avec le foot-tennis? Vous savez, chez certains techniciens certains footballeurs qui sont plus techniques, qui sont plus habiles, ils ont développé un jeu durant les séances d'entraînement. Je parle sur le contrôle du président, qui est présent aux séances d'entraînement des équipes, qu'il y a ce tennis de table là, qu'on pratique avec le ballon de foot, qui s'appelle le foot-tennis. Est-ce que on peut faire... Oui, il y a une similarité. Il y a une similarité. Mais le tech ball, c'est purement technique. Il est purement technique.
Et oui, là où on a sélectionné les joueurs qui ont entré en stage, donc on a sélectionné pas mal de joueurs, qui étaient à 10. Et puis à la fin, on a sorti une liste de 5 joueurs qui nous accompagnaient pour Thaïlande. Donc, on est arrivé à Thaïlande, les compétitions s'est déroulées le 29, le 29 novembre jusqu'au 3 décembre. Et donc on venait jusqu'au de rentrée. Donc c'était une super expérience. C'était votre première participation au championnat du monde? Pour les joueurs locaux, oui. C'était la première participation parce qu'on a eu, il y a les joueurs, on a l'un de notre meilleurs joueurs qui évolue aux côtés de la France. Okay. Donc il n'était pas parmi nous parce qu'il a fait sa formation militaire avec notre permission. Vous avez discuté combien de matchs? Parce qu'on sait que vous n'êtes pas monté sur le podium. On n'est pas monté sur le podium, mais on a eu notre succès. On a gagné 2 bons matchs. Okay. Donc, et c'était pas évident avec les professionnels, parce qu'au niveau mondial, ça va extrêmement vite. Donc, notre succès, on a gagné 2 bons matchs qui a vraiment bougé le vestiaire. Donc, je pense que c'était contre quelle nation? On a gagné le Japon et Eswatini. Eswatini. Donc je pense que ça a vraiment bougé les vestiaires et tout le monde était content. Et au niveau d'expérience, ce qu'on a gagné, on a vu le plus top, c'est-à-dire le Polon, parce que les 5 médailles d'or, ça s'est discuté. Il y a le Polon, les Thaïlandais, les Brésiliens et Danemark. Oui, c'est eux qui ont partagé les 5 médailles, mais on a marqué notre nom en gagnant les 2 matchs-là qui a vraiment motivé nos jeunes joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment contents et ils savent qu'ils peuvent arriver à ce niveau et pourquoi pas gagner. Non, parce qu'ils ont vu le niveau, et puis maintenant, on est en train de mettre le programme pour qu'ils puissent travailler pour rattraper, parce que le niveau est vraiment élevé. Est-ce qu'avec vous, dans un instant après la réaction du président, on reviendra sur la question, est-ce que vous avez noué des partenariats, est-ce que vous avez noué des contacts qui davantage vont vous permettre de continuer à apprendre aux côtés des plus grandes nations de Tegball? On en parle avec vous, mais avant, président, sur la réaction sur la participation du Cameroun, qui n'a certes pas monté sur la plus haute marche du podium, mais selon son sélectionneur, a quand même réussi à battre le Japon. Bon, ce n'est pas le tennis de table, mais également les Eswatini, parce qu'on sait que le Japon, c'est l'une des meilleures nations sur le tennis de table. Bon, disons déjà que pour une discipline qui est presque méconnue du public, et quand vous entendez les prouesses qui ont été faites sur le plan continental d'abord, il faut féliciter l'entraîneur et ses poulains. Maintenant, quand ils vont à une Coupe du Monde, j'ai dit, chaque fois qu'il y a un échec, derrière l'échec, on apprend. Ouais. Je pense qu'ils sont allés pour apprendre. Ils sont rentrés avec un bonus qui était ces 2 victoires. Ouais. Je pense que ces 2 victoires ont galvanisé davantage les troupes et on espère que dans un avenir proche, les autres compétitions vont être gérées différemment. Parce que comme il dit lui-même, ils ont appris. Et quand on apprend, il a encore dit quelque chose de pertinent, c'est qu'ils sont allés avec des joueurs amateurs. Imaginez-vous des gamins qui sortent d'un environnement où, en dehors de ceux qu'ils avaient eu l'habitude de côtoyer, ils ont fait une compétition au niveau africain, oui, mais quand ils vont au niveau mondial, c'est la crème des crèmes. Et là, c'est plus l'amusement. Donc je pense qu'il y a des loupés qu'on n'a pas le droit. Voilà, donc on apprend. Et là, on ressort grandi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà bien que le Cameroun ait été représenté à ce niveau-là. Ça, c'est une chose. Et à côté, qu'on revienne, ça va être ridicule. Pour moi, c'est encore bien. Et bravo encore à toutes ces troupes-là. Et pour ne pas vous couper, je pense qu'on peut mieux faire, selon les communications que je venais de faire, qu'on appelle tous les clubs professionnels de rapprocher de la fédération pour pouvoir avoir une table. Je pense qu'on peut avoir la meilleure performance encore plus. Parce que l'objectif... Mais l'inverse doit être fait. Parce que les clubs de foot ont déjà assez de problèmes. Ils ne peuvent pas se déplacer vers vous comme ça parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont gagner derrière. Moi, je pense dans la communication que vous ferez pour un accompagnement, on est peut-être entre nous ici, mais il va falloir commencer quelque part. Si vous êtes à Douala et que vous voyez des clubs de Douala déjà,
Même la table, pourquoi pas. Il faut bien qu'on sache ce que ça représente en termes de relations. Comment on fait pour avoir une table? Et si on a la table, ça apporte quoi réellement au club? Donc, tout ça, il faut définir au préalable. Je pense que dans une communication sereine, ça va être galvanisant. Mais est-ce que là, vous sortez de Bangkok en Thaïlande, est-ce que vous avez noué des contacts avec d'autres fédérations pour pouvoir davantage continuer à apprendre? Ou est-ce que vous en êtes en termes de prévision? Vous vous dites dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, où se trouvera le Tegball camerounais? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très, très importante. Parce que quand on participe à cette genre de tournoi, on ne rentre pas avec les portefeuilles vides. Donc, on a fait pas mal de contacts. On est en contact avec la FITEC en général, qui est la fédération internationale. Et puis maintenant, oui, pour les autres fédérations, je pense qu'on est en bon terme avec les Hongriens, on est en bon terme avec les Pakistanais même. Il y a également les... Qui ne pratiquent pas que du cricket. Exactement. Il y a, il y a également le Portugal. Il y a même leur président, il cherche à faire une sorte de training camp pour inviter plusieurs pays à pouvoir se rassembler. Une sorte de mini tournoi. Non, je veux dire training camp. Ouais. Donc pour rassembler beaucoup de joueurs pour pouvoir capter partout les aspects techniques thaïlandais, l'aspect technique. Et puis maintenant, je veux dire merci à mon président parce qu'il a déjà pensé à quelque chose comme ça pour pouvoir organiser un stage externe pour frotter avec les meilleures nations pour pouvoir apprendre certaines techniques européennes, américaines, où ça va beaucoup nous aider, surtout nos joueurs locaux. En ce qui concerne justement vos prévisions, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec le Tegball? Comme d'abord, il faut d'abord maintenir notre titre en Afrique, pour rester patron en Afrique. Et maintenant, pourquoi pas chercher les médailles au niveau mondial. Et il y a d'abord ce projet olympique qu'on attend toujours. Comme le Tegball, c'est encore un sport invité. Donc, le projet olympique, on cherche à pouvoir intégrer il doit être homologué par le comité national olympique. Exactement, naturellement, et accompagner ces groupes de sport qui participent aux Jeux olympiques. Donc, je pense que c'est... Avant qu'on ne sorte de ce Tegball, c'est quoi? Il y a un projet de championnat? Comment se déroule le championnat, s'il existe? Oui, pour le moment, il y a... on a pas mal de championnats. On organise, quand on visite toutes d'abord, on a d'abord placé les tables dans toutes les régions. Donc, on a placé les tables dans toutes les régions. Et ce qu'on fait, c'est que comme nous sommes en développement, on cherche à pousser les coordonnateurs, d'organiser les activités dans chaque site. Oui. Donc, c'est pour ça que vers la fin de l'année, le mois passé, on a essayé de rassembler tout le Cameroun pour pouvoir organiser un Challenge Cup. On a invité tout le monde pour voir le niveau général du Cameroun. Mais on cherche toujours à multiplier les compétitions, les championnats pour pouvoir devenir pourquoi pas un sport majeur comme le football. Donc voilà notre objectif. Je crois que le développement du Tegball passera d'abord dans un premier temps par faire profiter ceux qui sont présents, c'est-à-dire par exemple Fofo Club de Baham ou les Astres de Douala, vous devez les remettre pourquoi pas 1 ou 2 tables pour davantage attirer le nombre de participations au Tegball. Est-ce que c'est pas ça à présent? Bien sûr. Vous savez, quand on est dans un sport qui débute comme ça, les gens regardent mais ne comprennent pas exactement de quoi il est question. Et même pour les clubs de foot, ils ont déjà assez de préoccupations, comme je vous disais tantôt. Donc, si vous les accompagnez, s'il y a du matériel accessoire qui reste, et que vous venez faire des séances d'exhibition avec eux, avec les techniciens comme les entraîneurs, il faut qu'ils comprennent la plus-value. Pour les préparateurs physiques, par exemple, ça apporte quoi de plus à leurs joueurs? La concentration, l'adresse, qu'est-ce que ça apporte de plus dans le jeu? Donc c'est ça qu'il faut définir au préalable et après le reste, je pense qu'on peut négocier.
Monsieur, merci. Transition et derrière, on s'intéresse à l'actualité, aux différentes homologations de la commission de discipline de la Fédération camerounaise de football qui a décidé de frapper Victoria United. Je me tourne vers vous, Président Serge Kamdem-Kwam, avec la décision de la Chambre d'homologation et des disciplines de la Fédération camerounaise de football qui a sanctionné Victoria United. D'abord, sur le match face à la PGS Dofou, malheureusement, le club n'avait pas été présent lors de cette rencontre. Pourtant, les responsables du club étaient présents lors de la réunion technique. C'est important de restituer les faits. Le club a été sanctionné sur ce coup. Et le club également sur une affaire de joueur un joueur de Victoria United qui a fraudé sur son identité. Le club a perdu 3 points et a également constaté un retrait de 3 points sur son nombre de points au classement officiel de la MTN Elite One. Maintenant, il y a cette question. La commission d'homologation et des disciplines a enfin tranché. Que faut-il en dire justement, Président, sur ces différentes décisions? Non, déjà, bon, c'est vrai que tout le monde a constaté qu'elles ont été tardives. C'est-à-dire, les textes prévoient de le faire 14 jours après les matchs. On reviendra sur son timing. Voilà, donc on remarque que ça n'a pas été fait dans les délais. Ça, c'était un problème. Au moins, ce qu'il faut apprécier, c'est qu'avant qu'on ne puisse démarrer la phase retour, la fédération a tout fait de vite vider. Parce qu'en réalité, il aurait été embêtant que les clubs rentrent jouer la phase retour sans qu'on ait soldé les contentieux et les litiges de la phase aller. Donc, là-dessus, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, faire des fixations sur un club ou l'autre, ce n'est pas ce qui est important. Parce que quand les juges s'asseyent dans une commission pour le club qui aura été durement frappé, justement, sur les dernières homologations. C'est aussi le club qui s'est fait le plus remarquer, que ce soit en bien comme en mal. Donc, vous allez... le droit, c'est comme ça. Hein, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire, Victoria United, quand vous regardez... Il y a eu un match à Bafoussam avec Fovu où, pour un penalty qui a été mis contre eux, ils ont arrêté le match pendant une vingtaine de minutes. C'est-à-dire parce qu'ils ne voulaient pas s'exécuter. Vous comprenez ça? Donc, ce sont des choses qui arrivent dans le foot. Maintenant, si une équipe se comporte comme ça et que la commission qui doit discipliner, parce que la commission d'homologation et des disciplines ne leur dit pas attention, vous êtes en train de faire fausse route, forcément, on va perdre tout. Vous franchissez la ligne rouge. La ligne rouge, donc il y aura un problème. Donc, quand vous entendez qu'ils perdent un match chez eux à domicile où ils ne sont pas présents, il faut vous poser des questions. Il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un message que personne ne perçoit? Non, je ne pense pas qu'il y ait un message. Sur ce match? Je ne pense pas qu'il y ait un message. Simplement, quel est le projet? Le projet, Victoria, c'est quoi? Si c'est le foot pour animer, former la jeunesse, comme tel est l'élément qui cadre la majeure partie des centres et tout ça, on ne peut pas avoir investi autant d'argent pour partir de la division inférieure, arriver en élite et ne pas aller jouer. Vous comprenez? Donc là, peut-être qu'il y a des choses en dessous que vous et moi, on ne connaît pas, mais j'ai dit, pour être objectif, on est dans le sport, restons dans le sport. On s'arrête sur les faits. Arrêtons-nous sur les faits. Donc, quel était le projet? Donc, voilà la question. Et il est important donc pour une commission comme celle qui fait l'homologation et la discipline de le faire, comme tel a été le cas, perdre le match par forfait. Parce qu'ils n'ont pas été présents et chez eux. Donc c'est normal qu'à PGS, qui s'est déployé en respectant la réglementation, puisse gagner ses points. Avec tout ce que ça implique. Sinon, ça aurait été injuste. Je pense que beaucoup de Camerounais qui suivent le foot ont pensé que ce match devait être programmé à rejouer. Mais j'ai dit la commission a calmé tout le monde en appliquant, pour moi, de façon rigoureuse les textes. Maintenant, il y a l'affaire UMS qui, pour certains, fait jaser, où il y a un joueur qui a une licence querellée. La décision dit le joueur, la licence a été retenue, au propos a été mêlé à la fraude sur l'identité. C'est un détail comme ça, je ne sais pas si j'ai dit exactement les mots. Bon, à la fin, ils avaient fait match nul sur le terrain, ils ont perdu le match par pénalité. Moi, je pense, je ne sais pas s'il y a une anomalie dedans, parce qu'il faut toujours avoir les textes d'une commission en main pour apprécier le travail qui est fait. Depuis le 18 octobre que ça a été fait, 2023, personnellement, je n'ai pas encore parcouru de façon minutieuse les modifications qui ont été apportées. Donc, j'ai dit, une commission juridictionnelle, quand elle rend son verdict,
On a le droit de se pourvoir en appel. D'ailleurs, ils ont précisé qu'il y avait 5 jours. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'accord, peuvent introduire à nouveau un recours. Voilà. Président, il y a, parlons de Opopo, Victoria United et son président. Vous parliez, il y a eu cet incident l'année dernière où son président a fait éruption sur l'aire de jeu et s'est saisi du ballon. Chacun est allé de son interprétation. Mais est-ce qu'on veut savoir, est-ce que Opopo et son président sont-ils devenus un véritable problème pour ce championnat, en sachant justement que son président est imprévisible? Je pense toujours quand nous voulons éduquer, évitons les fixations sur les individus, sur les personnes. Opopo, c'est une structure organisée. C'est des faits. Voilà, ils doivent répondre de leurs actes. Déjà, dans un pays comme le Cameroun, qui a pignon sur rue, c'est-à-dire qui au niveau de l'Afrique est un des meilleurs, même du monde, quand on parle du Cameroun dans le monde, en matière de foot, c'est l'exemple. On ne peut pas venir dans un pays où on a un président qui s'appelle Samuel Eto'o, entendre qu'un président est allé arrêter le match avec ses mains au terrain. Non, non. De vous à moi, pour une image comme ça. Là, on n'est plus dans le foot. Non, non, c'est même pas bon pour nous. Donc, je pense que ce scandale a été vite balayé, a été oublié parce que c'est les affaires de la saison dernière avec ce que ça comporte. Il est important pour nous d'élaguer cela rapidement parce que ça ne nous ressemble pas. Maintenant, quand vous voyez le Opopo de la saison dernière en Elite 2 et le Opopo de cette saison en Elite 1, je pense que les attitudes ne sont pas forcément les mêmes. Même si on va dire qu'il y a toujours des faits marquants dans leur comportement, il y a quand même une maturation qui est en train d'être faite. Donc, ne négligeons pas ça. C'est-à-dire, l'année dernière, ils sortaient du championnat régional pour l'élite 2. Ils découvraient le monde professionnel. Je pense que l'apprentissage n'a peut-être pas été facile pour eux. Maintenant, ils sont arrivés dans la cour des grands. Ils font difficilement leur apprentissage là-bas aussi, concédant leur certaines erreurs, tout en évitant, comme vous l'avez dit vous-même, qu'ils ne franchissent la ligne rouge. Évitons qui ne franchit la ligne rouge et pensons quand même que si un monsieur comme son président met autant d'argent pour développer le football, derrière il y a un souci social qui est celui de la formation, il y a un souci peut-être pécunier parce qu'après tout le football c'est une industrie, maintenant il y a un souci loisir, c'est-à-dire on se fait plaisir en voyant des gens bien jouer. Et maintenant quand vous êtes dans une ville comme Limbé, où vous avez un club qui a pignon sur rue au Cameroun, j'ai dit, vous devez vous sentir heureux d'être parmi les clubs cités. Qu'est-ce que ces clubs apportent comme vous à leur communauté? C'est simplement que chaque fils du pays, partout où il se trouve dans le monde, s'identifie à travers son club. Et ça, on n'achète pas avec de l'argent. C'est un peu comme quand on chante l'hymne national, chacun est content de dire je suis Camerounais, même s'il ne reçoit rien directement dans sa poche. Donc je dis, ce sont des éléments que nous devons, pour moi, capitaliser. Opopo aujourd'hui, c'est une fierté pour la ville de Limbé. Opopo, pour la région du sud-ouest en général, je pense qu'il est important que cette équipe soit encadrée localement pour éviter qu'on ne la perde. Parce qu'en réalité, on a déjà eu un match perdu par pénalité, forfait. Sachez qu'il y a une récidive, c'est pas bon. Vous comprenez? Ça va valoir suspension, relégation et tout ça. Donc, vraiment, souhaitons que les choses qu'on a vécues jusqu'ici passent et que l'avenir soit encore radieux. On parlait tantôt de cette décision de la Chambre d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football. Rappelez-vous, Président, qu'il y a eu on va dire quoi, des faits similaires avec le cas Poivre de Pendia, où il y a eu cette affaire de faux d'identité au sein de la formation qui malheureusement a été frappée durement. Président, c'est juste 2 poids 2 mesures. Oui, je dis il faut toujours avoir les textes et avoir les éléments pour apprécier. L'affaire Poivre, moi j'ai pas eu beaucoup d'éléments, mais j'ai pensé à lire la décision qui a été rendue que c'était une fraude en cascade dans les licences des joueurs. Vous ne pouvez pas prendre, quand quelqu'un a 1, 2, 3, 4, 5 cas, à quelqu'un qui se retrouve peut-être devant un cas qu'on a découvert. Moi j'ai dit personnellement, celui qui a commis un acte au 1er degré ne va pas être sanctionné comme celui qui l'a commis au 5e ou au 6e degré. Ça, c'est ma lecture. Maintenant, qu'est-ce que les textes de la commission prévoient? Ça, il faut encore aller regarder. Donc, ne faisons pas de fixation. Je crois que les Camerounais sont sceptiques pour l'affaire Victoria parce que tout le monde a comme impression qu'il y a une volonté de protéger ce club ou bien une complicité entre son président et peut-être le président de la fédération. Et quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, on a tendance à ne pas faire une lecture saine de la situation.
Le foot est fait de passion et on peut passionner même les décisions, si on veut les interpréter dans un sens comme dans l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, de fumée sans feu aussi, mais maintenant, l'amitié n'exclut pas que le droit soit dit. Qui aime bien doit bien châtier aussi. Président, sortons de cette décision de la Chambre d'homologation et des disciplines en évoquant justement les délais. Les délais autour des recours et des verdicts qui ont été rendus publics. On sait que c'est 14 jours. Après le match. Oui, 14 jours après le match, après introduction du recours. Non, aucun recours. C'est-à-dire, en fait, le texte dit que lorsqu'un match s'est joué, la commission a 14 jours justement pour homologuer. Comment comprendre ça qu'on soit, on va dire quoi, plus de mois? La fédération viole-t-elle ses propres textes? Oui, elle a violé ses textes. Là, sur le cas présent, elle a violé ses textes. Bon, maintenant, comme vous dites, c'est pas bon pour l'équité, c'est pas bon pour l'éthique même, parce qu'en réalité, si j'ai fait un match avec le coach en face de moi, j'ai porté une réserve sur son joueur, l'idéal serait que, si le règlement prévoit 14 jours, que dans les 14 jours, on ait rendu le verdict pour que je sache quelle est la position que j'ai avec lui, même dans le classement. Parce que même sur le plan mental, pour les coachs qui font la préparation de leur équipe dans les micro-cycles et tout, le classement pour eux, ou bien le nombre de points qu'on a est important. Parce que quand vous jouez avec quelqu'un sur qui vous avez une marge de 2 points ou de 3, vous vous comportez de la même manière que quand vous êtes en dessous de lui d'un point, alors qu'au fond, vous savez que vous avez une réserve devant lui, face à lui, qui va vous faire gagner des points. Donc, sauf que, président, à la décharge de la Fédération camerounaise de football, ils vont vous dire qu'officiellement, les matchs n'avaient pas encore été homologués. Non, mais l'homologation est donc faite par qui? Ce n'est pas cette commission qui doit siéger 14 jours après. Or, cette commission ne siège pas de fait, elle siège parce que le secrétariat de la fédération les convoque. Vous comprenez où est la nuance? C'est-à-dire que c'est la fédération qui déclenche le processus de la saisine de la commission. Vous comprenez où est la différence maintenant? Donc, le président de la commission d'homologation ne va pas partir de chez lui et venir se saisir des dossiers. Non. Il doit qu'interpeller. C'est-à-dire, on doit déjà avoir récupéré tous les documents liés au match, l'interpeller avec sa commission pour venir délibérer. Or là-dessus, la commission, lorsqu'elle s'est réunie, la preuve c'est que vous avez vu les décisions qui ont été rendues. Si elle s'était réunie plus tôt, elle les aurait faites plus tôt. Or, je pense qu'il y a un souci, ça peut être financier, parce que lorsque sa commission se réunit aussi, il faut payer les perdièmes. Donc si vous les convoquez 5-6 fois, il faut payer les perdièmes. Or, je pense qu'on a peut-être cumulé un nombre de matchs pour que ça réduise les charges aussi. Donc, c'est un mécanisme peut-être pas gai parce que c'est en violation des textes, mais si c'est qu'il y a des difficultés financières, concédons-leur ça. Ça n'aide pas l'harmonisation et la bonne organisation du championnat. Oui, quelque part. C'est pas à cautionner. Il faut reconnaître. C'est pas à cautionner. Ce qui est pire dans cette affaire, ou bien ce qui est mauvais, c'est que personne ne peut profiter du fait qu'on n'est pas rendu le verdict dans les 14 jours. C'est-à-dire, le fait, ce retard, bien que pénalisant sur le plan de l'éthique, ne peut pas bénéficier à quelqu'un. Je veux dire, à une équipe qui était frustrée ou quoi, non, elle est obligée de subir. Alors qu'en réalité, en d'autres circonstances, il aurait fallu que le fait qu'on ne rentre pas dans les 14 jours, qui est ce qu'on appelle ce qui est prévu pour aller à l'encontre de cela, pour contraindre la fédération à s'appliquer. Mais ça peut changer plein de choses, mon cher président, parce que dans la mesure où au bout de 14 jours, vous perdez 6 points dans des affaires d'homologation et de discipline, vous vous ravisez derrière pour arracher quelques points, histoire de fermer l'écrou qui viennent se vider. Je vais aller plus loin que vous. Imaginez quelqu'un qui a fait 2 matchs de forfait. C'est-à-dire qu'il a manqué au match comme devant la PGS, il a manqué au second. Normalement, il est forfait général, normalement. Mais comme il n'y a pas d'homologation, il continue à jouer. Il gagne ou il perd. Ceux qui jouent contre lui perdent de l'argent. Vous voyez le danger? En réalité, il est bon, lorsqu'on a mis des textes, de les appliquer soi-même. Et c'est l'interpellation personnelle que je fais à la fédération, c'est de respecter ses propres textes. Ce sera bien pour le foot. Déjà que les clubs aujourd'hui, sur le plan de la rentabilisation, les sources de revenus des clubs, c'est les recettes de stade, transferts, droits audiovisuels, les subventions et autres. Les clubs ne reçoivent rien de tout ça. Si à côté de ça, on ne respecte même pas le règlement, mais on sera dans la merde à l'arrivée. Président, merci d'être passé par ici. On n'a pas vu le temps passer, les 19h40. Voilà. Merci infiniment, Désiré.
On espère vous revoir. C'est quoi la prochaine compétition en 20 secondes? On a Ghana qui vient en mars, c'est toujours championnat d'Afrique 2024. Donc, il y a Ghana et puis maintenant, mais avant ça, peut-être on va voir une stage externe. Thank you.